Yo, salut les petits potes. Bon, projet de ce soir, ça va être simple. Vous savez quoi? Du gaming. On va faire du Trackmania tranquillement. Et on va causer. Ça c'est notre séquence habituelle, je dirais. Bon, le layout là, j'espère qu'il vous plaît. Il y a le Lo-Fi Generator sur le côté. Le décor de double dragon, mais qui est quand même lourdement modifié. On y trouve des nouveaux éléments comme une batte de baseball. On a une petite présence féminine là, sur le côté, qu'on voit pas trop. Monsieur Tête de Cochon qui est au premier plan, ça change pas beaucoup non plus. Le chat, le petit personnage bizarre. Ah, en rose là, vous voyez. Et puis ma fameuse tronche. Allez, on va juste essayer de se faire un petit temps, tranquillou, pour commencer, puis on va attaquer les sujets. Et on va montrer les adversaires, là, ce serait cool aussi. Ils sont où les adversaires? Mais ils sont où les Marseillais? Non, ils sont où les adversaires là? J'aimerais bien les voir s'il vous plaît, merci. En fait l'eau c'est pas mal, hein, ça gère assez bien. Enfin, quand on prend bien le virage là c'est bon. Hein. Oula, on est plaqué au sol là, qu'est-ce qui se passe? Non. Attends, moi je demande à voir mes adversaires. Médaille d'or, médaille de machin, ils sont où là? Oh, ça va pas être simple encore cette affaire. La musique est un chouïa trop forte, j'ai l'impression. Ouais, wesh. Attends, excuse-moi. On peut faire temps mort. Je fais le T, hein, le symbole du T. Time. Ok. Non, et ça, là, je suis pas bien, là. Je suis pas dans mon élément. Il y a un truc qui va pas. Je peux pas trop dire quoi, mais... Bon. Ok. Ouais, allez, on va passer aux choses un petit peu sérieuses. Le bilan de l'été. Parce que là, on est le 27 septembre. Donc là, l'été est terminé, hein, les chaleurs excessives. Alors déjà, moi, avec ce temps, cette météo, j'ai eu du mal à dormir, en fait. Hein. J'ai pas mon compte de sommeil du tout, là. Vous voyez? Je suis pas du tout... Bon, je fais n'importe quoi, là, encore. Tu m'étonnes que j'arrive pas à l'avoir en argent, cette médaille. Ça me fait chier, déjà, quoi. Je vais passer à la suite, moi, les enfants. Ouais, j'ai pas eu mon compte de sommeil, hein, soyons clairs. Et il y a des... Enfin, sur la fin août, là, il y avait d'autres raisons, hein, il n'y avait pas que la chaleur, mais... J'ai vraiment été lessivé. J'avais des nuits à 5 heures, 4 heures de sommeil. Il fallait bosser le lendemain. J'avais du mal, hein, vraiment du mal à suivre le rythme. Hein. Bon, le bilan est quand même globalement catastrophique. C'était vraiment l'été de tous les dangers, l'été meurtrier. Vous avez vu ce film, l'été meurtrier? Excellent film. Il y avait, comment elle s'appelle? Ah, c'est pas Jane Birkin, mais qu'est-ce que je raconte là? Je sais même plus comment elle s'appelle. Cette actrice là, tu sais bien. Isabelle Adjani. Et puis il y avait un autre acteur là. Michel Galabru. Voilà. Dans un rôle complètement très différent de ses rôles du gendarme et tout. Un rôle tragique, et puis elle aussi quoi. Très bon film. L'été meurtrier. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais. Il était en pente douce aussi. Un film avec, je crois que c'était avec Vincent Lindon et avec Jacques Villeray. Je suis pas trop sûr si c'est Vincent Lindon ou si c'est un autre acteur. Enfin, il y avait... S'il était en pente douce, je crois que c'est ça. Puis c'est pareil, en fait, c'est une histoire où... Ces histoires d'été... Enfin, ces films ayant pour thème donc l'été. Ces histoires où le personnage principal est quand même une femme, quoi. C'est-à-dire, il y a un homme qui part à la dérive, ou qui va pour se venger, pour une femme.
Voilà. Bon, c'est pas de ça dont je voulais parler. Je voulais remettre un sujet à plat là. La série Netflix qui s'appelle Dahmer, Jeffrey Dahmer. Et ben je voulais en parler, tout simplement, parce que j'ai fini de regarder, j'ai dévoré on va dire, tous les épisodes assez rapidement, jusqu'à 2h du matin samedi dernier, et ça a été, c'était vraiment une série que je recommande chaudement. Je vais avoir du mal là. Ouais, premier quand même. 4 secondes en moins. Oh, putain, je bats même pas l'or, bordel. Donc la série. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette série? Elle nous parle de l'itinéraire meurtrier de Jeffrey Dahmer, serial killer qui a assassiné des dizaines et des dizaines d'hommes. Toujours des hommes, des jeunes hommes d'ailleurs. Bon. Et ce film, c'est pas un documentaire, du coup, c'est une série avec un acteur qui joue le rôle de Jeffrey Dahmer, un autre qui joue le rôle du père, de la mère, etc. Et puis là, on se base sur l'aspect psychologique du tueur. Non pas sur l'enquête qui déjoue ce qu'a fait le meurtrier, mais cette fois, on est sur... attendez, j'ai peut-être la coupe qui me permettra de débloquer la suivante. Attends, il faut 12 médailles d'or pour y arriver. J'en ai combien? 5 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah oui, mais j'en ai 12 les petits potes là. À quoi vous jouez là? Il faut 12 médailles d'or sur 20. Je les ai, hein. Je m'excuse. À moins qu'elle soit pas officielle en fait, du fait que je joue hors ligne en fait là. Ça fait un peu chier quand même. Hein. Puis pareil, je demande les adversaires, je les ai pas. Donc, Jeffrey Dahmer, qu'est-ce qu'il a lui? C'est un jeune homme blanc, blond, homosexuel, parce que c'est quand même le souci principal. Enfin, l'axe de lecture de ses crimes, c'est son homosexualité qu'il n'arrive pas à assumer finalement. J'ai été, comment dire, je voulais pas tellement la voir cette série, hein, parce que le coup du tueur beau et ténébreux, qui a été regardé par pas mal de femmes, c'est pas du tout mon trip. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'enquête, l'aspect psychologique quand il présente un minimum d'intérêt, et la résolution. La résolution par l'analyse psychologique ou la résolution par une enquête technique et scientifique ou par tout autre moyen. Donc là, vraiment, il n'y a pas vraiment d'enquête parce que lui, quand il se fait choper, le moment où il se fait choper, il avoue immédiatement. Il avoue immédiatement et en détail tout ce qu'il a fait. Il se cache pas. C'est quelqu'un qui aurait dû être chopé déjà depuis belle lurette. Il a bénéficié, on ne sait pas pourquoi, d'une sorte d'indulgence ou d'un mépris de la part de la police qui considérait que c'était pas très important ces affaires de PD en fait quoi. Alors qu'en réalité il assassinait, y compris il y a eu un très jeune garçon en fait, 14 ans, qui s'est retrouvé à un moment dans l'appartement de Jeffrey Dahmer et qui réussit à s'enfuir, et la police vient sur dénonciation d'une voisine qui voyait l'enfant et tout, enfin le jeune, et la police arrive et puis dit ça va, et puis Jeffrey Dahmer il se pointe, il dit ah ouais mais c'est mon copain en fait. L'autre il était complètement sonné parce qu'il était drogué à mort et tout quoi, et il était incapable de raisonner, incapable de parler. Il dit ouais mais c'est mon copain, mais juste un peu bourré, ça va. Il a 19 ans, alors que tu voyais que c'était un jeune ado quoi. Donc bon, la police en a strictement rien à foutre. Et ça c'était terrible, et donc il s'est retrouvé assassiné par la suite quoi. Bon, bref. Mais bon, ils ont découvert son corps bien plus tard. L'aspect psychologique, donc il retrace toute son histoire depuis l'enfance,
en fait, de Jeffrey Dahmer. L'enfance avec déjà sa mère qui est relativement... qui est pas très nette, quoi, qui a vraiment un pet au casque, quoi, qui prend beaucoup de médicaments, et dont le père de Jeffrey Dahmer, quand même semblait beaucoup s'occuper de son fils. Enfin, il le comprenait pas trop. Je pense que le père était refusé de voir que son fils est homosexuel aussi, et puis s'il l'incitait peut-être, à lui montrer qu'est-ce que c'est, avoir peur de ça finalement, et peur du problème de virilité que ça implique, du questionnement de la virilité plutôt, et puis de lui-même. Il se pose la question toujours dans le film, le père, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est de ma faute si mon fils est comme ça? Et en fait c'est vachement, c'est très poignant, c'est quand même très touchant le jeu d'acteur du père, qui écrit d'ailleurs un livre, hein, dans le vrai père de Jeffrey Dahmer, Lionel Dahmer, a écrit un bouquin sur son fils, et le cheminement de tout ça dans les premières années où il était en prison, Jeffrey Dahmer. Alors pour pas vous spoiler, il est mort à 34 ans en prison, assassiné en prison par un co-détenu, quoi. Bon, c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux finalement. À la même période, un autre tueur, John Wayne Gacy, qui avait un mode opératoire qui était relativement similaire, lui se prenait une piqûre, une injection létale en guise de condamnation. Plus âgé. Mais effectivement, Jeffrey Dahmer, lui, a eu la prison à vie, plusieurs condamnations à vie. Je sais pas combien vous connaissez le principe des Américains là, avec leur cumul de peines de prison qui n'ont aucun sens. Mais... Bref. Alors que dire? C'est vraiment effectivement une personnalité qui est, somme toute, malgré l'horreur de ses crimes, malgré la perversité du personnage, on peut être quand même touché par ce qu'il est, par ce qu'il vit et ses conflits intérieurs. Ce qui est intéressant, donc, comme je vous le disais, donc il comprend qu'il est homosexuel assez relativement tôt, et on comprend aussi que son père refuse d'admettre cette réalité et exagère un comportement, peut-être son père, du coup, en rajoute des tonnes à courir après les femmes, alors que lui-même est vraiment pas beau. Enfin, l'acteur est présenté comme un moche, mais qui court les femmes. La mère de Jeffrey Dahmer est représentée comme une belle femme aussi. Une belle femme, mais complètement hystérique et dingue, quoi, en fait. Et qui bouffe des médicaments, qui est limite suicidaire, etc. Et le père, quand même relativement quelqu'un de stable, qui essaye de faire de son mieux, et qui aime son fils, et qui lui pardonne tout, et qui essaye de le comprendre, et qui essaye de se trouver des passions communes. Alors, la première erreur, évidemment, qu'ils font, c'est que le père fait, notamment, c'est que très jeune, il l'entraîne dans une passion extrêmement morbide, qui est de découper des animaux morts, enfin les disséquer, et puis de regarder le foie, les boyaux, les machins comme ça, et puis et ça, c'est une passion entre guillemets qui réunit les deux hommes, le père et le fils. Enfin, disons qu'ils y passent du temps, qu'ils y consacrent un atelier, que le père est tout content d'enseigner ça à son fils, alors que franchement, c'est vraiment un truc de taré, quoi. Mais bon. Et le fils y prend goût. Donc déjà, tu te dis, déjà ça commence là. Et très jeune, hein, tout petit, quoi. Et genre, voilà. En fait, ça le suit tout le temps. Ensuite, il y a une addiction à la boisson.
il boit énormément d'alcool. Il commet ses crimes toujours avec de l'alcool. Il drogue les victimes. Il apprend quel type de substance faut mettre dans le rhum coca pour les rendre complètement zombies. D'ailleurs, c'est son but en fait. Pouvoir en faire des sortes de zombies qu'il pourrait manipuler comme il veut. Il a tenté de percer le crâne d'une de ses victimes pour y injecter de l'acide pour pouvoir en faire un zombie. En fait, ce qu'il veut, c'est donc avoir le contrôle sur le corps de ses victimes, sûrement pour en faire pour une pulsion sexuelle. Alors c'est difficile de savoir ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là précisément. Mais bon, pas besoin d'être... Enfin, pulsion sexuelle, on sait ce que c'est qu'une pulsion sexuelle chez un hétéro. Enfin, en tout cas, moi je sais ce que c'est. La volonté de contrôler l'autre, la femme, enfin son partenaire sexuel. Le besoin d'avoir un rôle dominant. Plutôt, c'est ce qu'on cherche, hein, de toute façon, on voit. Bah, disons qu'avec une femme, en tout cas, on peut pas. Ça n'a pas beaucoup de sens d'envisager autre chose qu'un rôle dominant quand on est un homme, parce que ce serait un peu une perte de temps, une perte d'énergie, d'essayer de changer les rôles. Il y a des gens qui s'appelaient, mais en général, c'est pas tout le monde. Donc, par contre, dans une relation homosexuelle, si vraiment il y a relation sexuelle, bah forcément il y en a un qui est actif, l'autre passif. Hein. Voilà, à moins qu'ils alternent. Enfin, moi je suis pas spécialiste de comment ça se passe, mais voilà. Bon. Alors ce qui est assez passionnant, c'est qu'on arrive aussi dans le film. C'est montré il montre comment ça s'appelle, les boîtes de nuit gays, la manière dont ils essayent de se séduire mutuellement, les rapports amoureux qui existent dans le milieu homosexuel. Et effectivement, c'est empreint de violence, hein, beaucoup. Et puis c'est très direct. C'est violent, et il y a le rejet systématique du côté affectif. Enfin, c'est ça qui a été marquant, c'est que dès le début, il y a une séquence, en fait, le premier meurtre de Jeffrey Dahmer, c'est à un moment donné où il invite un autostoppeur chez lui, il y a un autostoppeur qui vient chez lui, et qui, à un moment donné, ils se mettent à faire de la musculation, puis le mec veut repartir, et puis Jeffrey Dahmer, il essaye de l'embrasser. Et le mec lui dit, mais ça va pas, on s'est pas bien compris, hein, voilà, comme moi, non, pas de ça chez moi. Et là, le mec va pour s'en aller, il était en colère et tout ça, et en fait, là, Dahmer, il l'assomme et il le tue, en fait, avec une haltère, en fait. Il lui balance une haltère au visage et tout. Une haltère de 5 kilos. Parce qu'il faisait pas mal de muscu. Hein. Il était dans son trip muscu, boisson, etc., etc. Et donc, beaucoup de testostérone, beaucoup de violence. Et donc, ça se termine. Le rejet. Le mec, il rejette affectivement. Alors que lui voulait l'embrasser, quoi. Ça se solde par un meurtre. Enfin, un coup d'haltère qui finit par le tuer. Et il regrette immédiatement son geste. Il tente un massage cardiaque, un truc, mais ça le fait pas. Et puis après, il cache le corps. Et puis là, c'est là que remonte la pulsion d'éviscération, d'ouvrir le corps, de le découper en morceaux, de toucher les boyaux, toucher le cœur, les organes internes, etc., etc. C'est-à-dire vraiment il y a le fantasme sexuel et de mort, quoi.
Voilà. Alors, ce qui est bon, il y a vraiment l'aspect psychologique est vraiment bien décortiqué à travers les réactions notamment du père, les réactions des autres mecs, les réactions du milieu gay aussi, comment ça se passe dans le milieu gay, et puis ses réactions à lui. Lui, il est extrêmement maladroit. Dès, l'adolescence, hein, il réalise qu'il a des pulsions en voyant des hommes courir torse nu, par exemple. Lui, visiblement, ça le laisse pas indifférent. Et il voudrait une relation de toucher le corps, quoi, en fait. C'est ça, quoi. Toucher le corps d'un homme, apparemment. Et il est bizarre. Il est bizarre parce qu'il n'arrive pas à être... il a toujours des réactions à côté de la plaque. Il arrive quand même à des moments à faire marrer les autres quand même, quoi. Les mecs ils disent attends Damer, est-ce que tu peux me refaire la séquence là, tu le fais super bien et tout ça. Et donc il faisait une imitation devant les mecs les mecs de son lycée. Et puis tout le monde se marre de son imitation parce qu'il est drôle quand même, quoi, du coup, sur le coup. En fait, il imitait son père, ni plus ni moins. Et tout le monde se marre et tout. Et puis il fait une autre imitation dans l'imitation ça part un peu en couille à un moment donné, les autres trouvent ça bizarre, et puis bon, plus personne se marre à la fin. Mais en tout cas, il a ce côté, on va dire... alors, dans la vraie vie, il était... l'acteur, bon, pas forcément trop, mais apparemment dans la vraie vie, il était beau, quoi, il était très beau. Donc il plaisait quand même assez facilement aux filles déjà, mais surtout même dans les milieux homo, ça devait plaire, quoi. Donc il devait quand même avoir un contact, même s'il était très bizarre dans sa manière d'être et qu'il n'arrivait pas à créer des relations à peu près correctes avec des hommes. Et ben il a quand même, il était quand même séduisant, visiblement. Qu'est-ce qu'on a comme passage? Alors, la maladresse qui conduit, enfin, être maladroit en amour avec les autres... Bon, je vais changer de map, ça me saoule. Avec les hommes qu'il essaye de séduire, c'est une chose. Et ça, cette maladresse, ça m'a ramené, ça je voulais en parler, ça m'a ramené au film Taxi Driver. Un film Taxi Driver qui aussi rencontre... Là, c'est un homme hétérosexuel qui essaye de séduire une femme à un moment donné, hein, c'est pas... Je vais juste parler de cette séquence-là, où au début de l'histoire, il essaye de séduire... où il essaye de séduire une nana qui bosse pour le sénateur, pour la campagne politique du sénateur. Lui étant un simple chauffeur de taxi, beau gosse malgré tout quand même, ce qui correspond peut-être pas du tout à la réalité de l'histoire originale qui était... parce que c'est tiré d'un bouquin et d'une histoire vraie. Mais en tout cas, dans le film Taxi Driver, Robert De Niro donc, est amoureux d'une jeune femme et essaye de la séduire et s'y prend de manière très gonflée, très culottée comme ça, mais il y parvient dans un premier temps. Et puis il foire la relation assez rapidement après le premier rendez-vous. Et comment ça se solde? Eh ben ça se solde, il essaye de lui envoyer des fleurs, et ça pour s'excuser de sa maladresse, parce qu'en fait au lieu de passer une soirée entre amoureux en tête à tête, ou entre essayer de se découvrir et de faire un date à peu près correct, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a envoyé dans un cinéma porno où elle s'est sentie très mal à l'aise et elle s'est barrée au début de la séance en fait, quoi. D'accord? Je suis obligé de changer un petit peu mon truc parce que la musique est un peu forte. La musique est très forte, bordel. Pourquoi j'ai mis aussi fort, quoi? Quand je vois les niveaux, ça va jamais le faire. J'espère que ça va le faire. Hein. Je suis pas en train de causer pour rien. Donc je voulais dire, ouais, je faisais un parallèle entre comment Jeffrey Dahmer
maladroit, mais quand même avec un certain nombre d'atouts, parce qu'il est quand même assez beau gosse. Il peut être drôle, et puis surtout, il fait de la muscu, il fait des trucs, il est quand même relativement posé, etc. Puis donc, dans les milieux homo, il séduisait facilement. Il avait de l'argent aussi, je sais pas où il trouvait son argent, mais il dépensait tout son argent, il savait comment séduire bon, visiblement d'autres hommes. Voilà. Et ça a fonctionné parce qu'il a... Mais comment il soldait ça? Cet échec amoureux se soldait systématiquement à la fin par un meurtre. La première fois par un meurtre. Alors, il y a peut-être eu d'autres relations qui, elles, ne sont pas terminées par un meurtre. Il y a une séquence très importante dans le film Jeffrey Dahmer où il y a eu, à un moment donné, une relation où, avec un homme noir sourd. Sourd, donc il parlait par la langue des signes ou par écrit. Et là, en fait, il est rentré dans le jeu de la séduction et il s'est dit lui, je vais pas le tuer, quoi. Je vais... Il a pas voulu le tuer, il l'a invité chez lui plusieurs fois, ils se sont revus et tout, il s'est senti bien avec lui, quoi, à un moment donné. Peut-être qu'il a réfléchi, qu'il s'est dit, finalement, je vais assumer cette homosexualité. Et puis se mettre en couple avec ce gars-là qui lui plaît vraiment, quoi, si tu veux. Il s'est senti... certainement senti amoureux. On le voit dans le film, quoi. Enfin, après, je sais pas si ça... Il finit quand même par le tuer parce que le mec, à un moment, dit, bon, bah, écoute, je m'en vais, mais je reviens la semaine prochaine, on se revoit. Puis, il avait peur qu'il le quitte et puis, finalement, il finit par l'assassiner. Bon. Toujours est-il que, bon, chez lui, il y a des pulsions de toute façon sadiques, évidemment. Et ces pulsions sadiques, il les pousse jusqu'au bout, jusqu'au meurtre. C'est aussi le fait qu'une relation comme ça, homosexuelle, est totalement désapprouvée par la société, mais aussi, bien sûr par le père de Jeffrey Dahmer, qui n'a finalement trouvé que de points communs avec son fils que ces histoires de disséquer des animaux morts. C'est le seul moment où ils ont pu se retrouver et rigoler ensemble, quoi. Enfin, passer du temps ensemble. Et pourtant, le père était très très, quand même, on le voit dans le film, il s'interrogeait beaucoup sur son fils, il voulait faire le mieux possible, et puis pour lui, il lui a toujours pardonné, il a toujours essayé de planquer ses erreurs et ses conneries. Et le rôle, enfin l'acteur qui joue le père, c'est vachement émouvant. La manière dont il joue, il y a plusieurs séquences où tu te dis la mère étant totalement défaillante, que le père a dû assumer tout ça tout seul et s'est posé énormément de questions sur sa responsabilité dans la dérive criminelle de son fils. Au procès final de Jeffrey Dahmer, il se retrouve devant la cour et puis on lui demande de faire une déclaration. Enfin, il dit qu'il veut faire une déclaration et il dit que il a été ausculté par un psychiatre qui lui a expliqué sa déviance, que maintenant il sait mettre un nom sur le pourquoi de sa criminalité comme ça, comment il en est arrivé là. Enfin, disons que il a mis un nom sur sa maladie, quoi, quelque part. Ça l'a peut-être pas guéri, mais en tout cas ça a mis un nom sur sa maladie. Et il a déclaré aussi, je tiens à dire à toutes les victimes que je n'avais aucune haine contre tous ces jeunes que j'ai tués. C'était simplement des pulsions, que certains je les ai vraiment aimés. Et mais bon, c'est comme ça. Et ça, je veux bien croire qu'effectivement les tueurs en série n'agissent pas par haine. C'est évident. Ils agissent parce qu'ils ont des pulsions
des pulsions criminelles. Des pulsions criminelles, enfin je veux dire, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de laisser monter en toi des motifs de haine pour tuer en série des inconnus, quoi. Des inconnus ou des gens que tu as rencontrés quelques minutes avant, avec qui en plus il y a une relation de séduction qui s'est installée. Et puis ensuite, ça en arrive là. Jeffrey Dahmer buvait aussi beaucoup, énormément. Hein. Déjà, il est mort à l'âge de 34 ans, ou pas vieux, hein, pas vieux du tout. Sûr que l'alcool ingurgité aussi massivement ne devait pas aider, mais c'était certainement aussi une façon pour lui de cacher ses... d'aller à l'encontre, d'essayer peut-être de freiner ses pulsions, ou de se désinhiber de quelque chose, d'assumer peut-être ça, je ne sais pas. Mais effectivement, quand t'as quelque chose que tu ne peux pas assumer, ou que tu as beaucoup de mal à assumer comme l'homosexualité, et qu'en plus il y a une autre pulsion qui est une pulsion meurtrière, une déviance sexuelle aussi quelque part, de vouloir toucher les viscères, de vouloir... il a été même jusqu'à bouffer le foie d'une de ses victimes, je crois. Ouais. Alors après, il y a ce qui va autour de l'histoire aussi, quand même, ça révèle pas mal de choses, c'est que les flics en ont rien à foutre du malheur des homos. Hein, les histoires de PD, ils peuvent qu'ils aillent se faire enculer, hein, d'accord. En gros, c'est ça, parce qu'il y a quand même le petit jeune qui est mort, qui a été tué par Dahmer, il avait 14 ans, il avait réussi à s'enfuir, et la police le ramène vers son bourreau, finalement. Alors que les passants, enfin quelqu'un qui était aux alentours a dit non mais attendez, vous rigolez, ce petit-là il a pas 19 ans. Il faut d'abord vérifier son identité avant d'éventuellement le ramener chez quelqu'un. Et il était complètement drogué, complètement KO, incapable de parler. Donc, et puis ensuite il y a eu une autre affaire aussi, encore une affaire de mœurs, où Dahmer va agresser sexuellement quelqu'un, et il fait même pas de prison finalement, parce que le juge le trouve sympa et il lui dit je comprends, vous faites des bêtises. Mais c'est peut-être pas pour une agression sexuelle, je sais plus exactement pour quelle raison, mais c'était peut-être pour exhibition, un truc comme ça. Il y a peut-être eu même une histoire d'agression sexuelle. Il avait été arrêté pour exhibition, il était censé être condamné à 1 an de prison. Il les a même pas fait, parce que le juge l'avait trouvé sympa. Et je crois qu'en fait c'est ça le problème aussi, c'est que les gens, il avait une bonne tête quelque part. Et pas la tête d'un sadique, comme on pourrait se l'imaginer, quoi. Hein, parce que aussi, il faut qu'il puisse attirer ses victimes. Donc il faut qu'il puisse aussi avoir une tête à peu près engageante, quoi. À un moment donné. Hein, sinon... Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que quand il s'est retrouvé vraiment incarcéré, donc sur la fin, quand il a été pris à la main, que ses meurtres ont été découverts et qu'il a avoué, il se retrouve donc en prison. Et là, il y a des admiratrices qui lui écrivent des lettres, et plein de gens qui veulent absolument le rencontrer, qui signent des autographes et tout ça, contre de l'argent, etc. Donc il y a cette fascination pour les meurtriers, quoi. Pour les tueurs en série. Il y a une fascination, et puis même il y a donc certaines femmes chez qui ce côté violent, dangereux de l'homme, ça peut exercer une fascination et même éveiller un désir sexuel chez certaines femmes. Ça, j'en suis persuadé de ça. Vous pourrez pas me dire le contraire. Une femme peut éprouver du désir sexuel
ou du désir tout court, même amoureux, ou tout ce que vous voulez, en étant en compagnie d'un homme dangereux, ou d'un homme réputé dangereux, ou, vous voyez, dangereux avec les autres, mais pas avec elle, quoi. Quelqu'un qu'elle pourrait contrôler quand même, mais qui pourrait s'avérer dangereux pour les autres. Enfin, en tout cas, qui ferait peur à tout le monde. Donc, effectivement, un criminel en prison, c'est un homme dangereux, mais il est en prison, il va pas venir t'étrangler ou te violer dans la nuit, puisqu'il est en prison. D'accord? Donc, tu peux lui écrire tout ce que tu veux, l'exciter, l'énerver, voilà, il est en cage, quoi. C'est un lion en cage. Donc évidemment, il y a des femmes, en tout cas, pour qui ça plaît. Qui ça plaît. Monique Olivier, par exemple, qui était une femme relativement ordinaire avant de rencontrer Michel Fourniret, vivait à travers Fourniret son désir de violence et de domination à travers les mains et le corps de Fourniret. On a dit, ils se sont présentés comme étant limite débile léger et lui le cerveau de l'affaire. Un psychiatre a quand même conclu que Monique Olivier avait un QI exceptionnel et qu'elle jouait la conne, en fait. Celle qui sait pas, qui comprend rien, qui sait pas ce qui se passe. Alors qu'en fait, c'est elle le cerveau. C'est elle le cerveau de l'affaire. Et lui, les mains. Dans cette affaire-là. Donc oui, ça interroge sur les pulsions sadiques, la pulsion de mort, qui, très souvent, effectivement, les tueurs en série sont des hommes. C'est beaucoup plus rare, c'est extrêmement rare chez les femmes, et en tout cas, le mode opératoire n'est pas le même. Souvent, c'est de l'empoisonnement ou des choses comme ça. Alors que l'homme, lui, va étrangler, bon voilà. Et puis, évidemment, il y a la notion de la pulsion sexuelle qui entre en jeu. C'est la possession du corps de l'autre, s'approprier l'autre entièrement, quoi. Vampiriser, on va dire. Chez la femme, c'est plus, c'est moins direct. Mais ça fait tout autant de dégâts. Ouais, enfin bref. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis le parallèle donc avec Taxi Driver, bon vous l'avez noté. Le parallèle avec le film Taxi Driver, c'est-à-dire que dans Taxi, mais bon le parallèle il est lointain hein, évidemment. C'est-à-dire que Jeffrey Dahmer lui assassine enfin non, quand il a une déception amoureuse, ça s'est fini par un assassinat et ensuite il n'y a plus que des simulacres de relations amoureuses pour arriver rapidement à l'assassinat et au démembrement et au découpage, à l'éviscération, etc. Parce que lui, c'est sa passion visiblement. Il n'était pas tellement marqué visiblement par l'aspect sexuel. Moi, ce que j'ai été étonné, c'est que il garde la tête d'une victime, alors qu'on aurait pu supposer qu'il aurait gardé sa bite, quoi. Enfin, je sais pas, après, je suis pas spécialiste, mais c'était... Enfin, pour un homo, je pensais que c'était le plus intéressant. Remarque, non. Parce que, bon... Parce que si... Enfin, non, c'est quand même... Ouais, si c'est tout mou, c'est peut-être pas très intéressant. Mais je sais pas, Parce que, par exemple... Ouais, je sais pas, non, bref. Mais il gardait la tête, quoi, en fait. La tête, le torse... Ouais. Il coupait les mains, Ouais, c'est un peu... C'est étrange, hein, quand même. Chacun ses hobbies, hein. Bon. Donc lui, il réagit comme ça, bon, c'est son parcours criminel. Et on sait pas tout non plus, hein. On n'a pas tout étudié concernant ce personnage. Mais il y a, comment dire... il y a eu
il y a eu, comment ça s'appelle, oui, et dans Taxi Driver, je voulais dire. Dans Taxi Driver, lui, la déception amoureuse, ben, c'est, comment dire, après ces déceptions amoureuses, d'abord il essaye de rattraper le coup, il envoie des fleurs, il essaye de l'appeler mais elle répond jamais, il essaye de la retrouver, de la revoir, et puis ça marche plus du tout, et puis il se fait même chasser de partout. Et en fait, il se reporte sur quelqu'un d'autre qu'il essaye de sauver. Alors c'est ça qui est impressionnant dans le film, parce que une fois qu'il a perdu la première femme qu'il essayait de séduire, à un moment donné, il se retrouve à essayer de sauver, entre guillemets, une gamine jouée par Jodie Foster, qui dans le film a 14 ans, ou dit en avoir, enfin, c'est son âge dans le film, très jeune, et qui est prostituée. Et lui arrive et il veut la sauver. Donc, c'est sa quête à la fin du film, c'est de la sauver. Et il essaye de faire quelque chose pour, voilà, pour la retrouver, pour lui proposer de retrouver ses parents, etc. Et puis, il finit par une période même, il essaye de tuer le sénateur, qui était en fait pour laquelle la première femme qu'il avait essayé de séduire bossait. Et aussi pour lui, et aussi pour son équipe de campagne. Lui, il arrive, après ses décisions amoureuses, il se dit, bon, pour X ou Y raison, il veut tuer le sénateur. Il plonge dans un enfer de solitude, d'alcool, de médoc, on ne sait pas trop ce qu'il prend comme médicament exactement, mais il en prend visiblement beaucoup, d'insomnie, hein, ça c'est le cocktail qui rend dingue, et puis de ruminer sa solitude, et puis c'est essayer de comprendre, et puis il a aussi des obsessions racistes aussi, enfin, c'est-à-dire qu'il pense que les Noirs sont, lui il voit les Noirs comme étant potentiellement vraiment des rivaux en permanence. Il les voit, enfin il faut voir le film, la manière dont il les voit comme ça, et puis il est tout le temps en train d'essayer de vraiment pas de se venger, parce qu'il a rien en fait, les Noirs ne lui ont rien fait dans le film, c'est juste qu'il les voit comme des rivaux permanents, qui pourraient lui, je sais pas, enfin c'est difficile à comprendre qu'est-ce qu'il a exactement, quel est son problème là-dessus. Et puis le sénateur, le fameux sénateur, qu'il tente d'assassiner, mais il se fait choper avant. Il se met en mode kamikaze, même à la fin, où il se rase complètement le crâne avec une crête iroquois. Donc ça, c'est certainement des restes aussi de la guerre du Vietnam, qui visiblement il raconte qu'il a fait la guerre du Vietnam. Enfin, qu'il était marine. Et donc, ouais, donc tout ça, cocktail explosif, quoi. Cocktail explosif, et le film se termine où, pour prétendre sauver cette jeune femme, il prend une arme, puis il finit par tuer 3 ou 4 personnes sous les yeux de la jeune fille jouée par Jodie Foster. Sous ses yeux, il massacre son macro, là, son proxénète, et puis d'autres proxénètes qui tournaient autour. Dans un bain de sang absolument phénoménal qui est la fin du film. Ou la presque fin, parce qu'il y a une deuxième fin entre guillemets où il se voit comme le héros qui a sauvé la jeune fille, et tout le monde l'applaudit, puis les parents la félicitent, alors que c'est totalement irréaliste, quoi. C'est totalement irréaliste, parce que lui rêve ça. Il se voit comme ça. Donc ça finit quand même en meurtre, mais c'est un meurtre dirigé non pas contre la femme qui l'a rejeté, ou la femme qui ne veut pas de son aide. C'est un meurtre de tout l'environnement dont il pense
que ceux-là sont responsables du rejet de la femme. C'est-à-dire que il se dit, si je tue Palantine, bah du coup elle aura plus de chef à suivre pour un oui ou pour un non, et peut-être qu'elle reviendra vers moi. Alors il se justifie aussi dans sa tête en disant je tue Palantine parce que c'est un mec qui n'a pas de parole, qui fréquente lui-même des prostituées alors il prétend vouloir lutter contre la délinquance et les machins comme ça, mais il traîne dans les bas quartiers à baiser avec des prostituées, etc., etc. Et lui le sait parce qu'il est chauffeur de taxi et il a vu le fameux Palantine avec une prostituée. Et la raison pour laquelle il tue les proxénètes, bah, ça c'est clair, il veut sauver la fille qui ne veut pas être sauvée en fait, elle n'a pas demandé à être sauvée, mais c'est un fait qu'elle est effectivement manipulée par son proxénète. Lui est animé de bonnes intentions, on va dire, enfin se veut protecteur, mais quand la jeune fille prostituée le trouve bizarre, quoi, dit mais qu'est-ce que de quoi tu veux me sauver, j'ai pas besoin d'être sauvé d'abord, et puis t'es bizarre comme mec, elle les trouve bizarres et tout le monde dit attends mais quel est le problème, enfin, personne ne voit le problème, et lui là se prend pour quelqu'un qui va sauver, qui va faire la justice et tout ça, il se voit comme un super héros quelque part. Et le film se termine comme ça d'ailleurs, où il est traité en super héros comme si par la presse, par des articles de presse et tout ça. Et le début du film, on voit son taxi qui sort de la fumée, comme ça, un peu comme la Batmobile sortirait de la fumée. Vous voyez là. Alors, est-ce que. Mais c'est ridicule. C'est totalement ridicule, mais c'est assumé. Bon, le réalisateur a voulu faire un clin d'œil, bien sûr. Mais bon, on se doute bien qu'un super-héros ne conduit pas un taxi comme ça. Et puis surtout, il n'est pas cinglé comme ça, quoi. Enfin, c'est pas qu'il est cinglé, mais c'est que la solitude, l'alcool, enfin, tout le cocktail explosif l'a rendu complètement à côté de la plaque, quoi. Mais quelque part, on est pris d'affection pour ce mec, quoi. On se dit, mais putain, avec un tel cocktail de toxique, moi aussi je sombre comme ça. Le mec il cherche à donner un sens à sa vie, et il est confronté à la misère affective et sexuelle, hein, visiblement. Ça peut mener à ça. Ça peut mener à une folie destructrice comme ça. Donc voilà, bon, c'était le petit topo que je voulais faire concernant cette série qui est très très bien jouée, que je voulais pas voir parce que vraiment j'avais peur de tomber sur un truc qui allait m'énerver. Puis finalement, on a un portrait vraiment très intéressant et subtil de toute une galerie de personnages dans le film, dans la série de Jeffrey Dahmer. Et puis je vous invite évidemment à regarder, à regarder s'il le faut, Taxi Driver, et de faire proposer en commentaire peut-être une lecture que moi j'ai pas vue de ce film. Quoique je pense avoir déjà lu pas mal de critiques et pas mal d'analyses. Et en tout cas là je voulais juste vous proposer l'analyse sous un angle particulier, c'est-à-dire la séquence séduction d'abord réussie, puis séduction foirée, le date foiré. Et ça fait appel quand même. J'ai eu plusieurs malheureuses expériences dans ma vie où et toujours hein, d'ailleurs même aujourd'hui à mon âge, où j'ai d'abord réussi on va dire la phase séduction, et puis complètement foiré la phase où il fallait passer en voulant passer trop vite à la vitesse supérieure, ou peut-être pas assez vite, ou peut-être voilà, et ça n'allait, et que ça ne suit pas en fait, quoi. Ce qui est différent, oui, c'est la dernière chose que je voulais dire. Ce qui est différent dans les milieux hétéros et dans les milieux homo quand même, c'est que le milieu hétéro, quand t'es avec une femme, c'est difficile de savoir à quel moment
on peut y aller, quoi. À quel moment c'est bon. À quel moment tu m'autorises à passer à la vitesse supérieure. C'est toujours très risqué. C'est-à-dire à passer, à coucher, quoi, concrètement. Ou à commencer à réclamer des petits... des trucs, voilà, ou à parler de tes propres pulsions, tes fantasmes, etc. etc. On va pas évidemment en parler tout de suite, mais il y a un moment donné où forcément tu as envie de savoir, voilà quoi, jusqu'où ça... Enfin, voilà, ce que tu peux espérer à un moment donné. Bon, c'est dit de manière assez relativement vulgaire, vous connaissez le personnage. Alors que dans les milieux homo, c'est beaucoup plus direct. Ils sont en boîte, ils dansent, tac. Tu peux être sûr que dans 10 minutes, il y en a un qui se fait enculer, quoi. Peut-être pas 10 minutes, mais dans le cadre de la soirée. S'il y a le feeling, tac, c'est bon. Après, c'est juste choisir qui va jouer le rôle de l'homme, qui va jouer le rôle de la femme. Enfin, qui va être le passif, l'actif, je veux dire. Mais avec une femme, tu peux se faire une soirée en boîte et machin, danser, rigoler. 3 mois plus tard, il est toujours pas... T'as toujours pas couché, quoi. Moi, je vais vous dire, je vais être franc. Quand j'ai rencontré ma femme, c'était il y a pas mal d'années, on correspondait par mail, simplement. Et je veux dire, on est resté presque 1 an à s'envoyer des petits mails, des petits mots gentils, des petites attentions, sans jamais évoquer le sexe. Et j'ai tenté, je me rappelle un jour, oh la vache, j'ai cru que j'avais tout foiré, où j'ai fait une blague un petit peu sexuelle suite à un truc, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, et là elle m'a tiré la gueule, elle m'a pas répondu pendant 1 semaine. Et je me suis dit putain merde, j'ai tout foiré. Là je me rappelle très exactement à quelle période j'avais raconté ce truc là, et je me suis dit putain ça fait bientôt 6 mois qu'on correspond, je te fais une blague sexuelle et ta réaction c'est de plus me parler. Et je me dis qu'est-ce que ça va être, quoi. On va se vous voyer, ça machin. Et puis un an plus tard, je me décide enfin à aller la rencontrer dans son pays, parce qu'elle est à 10 000 km de chez moi, de la France. Elle était. Et donc et le premier soir, elle m'accueille à l'aéroport. Le premier soir, on se retourne d'une chambre d'hôtel. Et je la déboîte, hein. Propre et net, quoi. Tu vois, et elle était... attendait ça avec impatience. Visiblement. Voilà. Et moi aussi, d'ailleurs. Mais ce qu'il y a, c'est que tout ça, ça s'est fait sans même pouvoir aborder la question, ou même faire une blague, quoi. Je veux dire, elle a pas toléré ma blague, mais par contre, ça y allait dur dès le premier soir, quoi. Premier soir où on se voit, on se touche, on se prend dans les bras, tac, et on s'emboîte, quoi. Voilà. Sans aucun problème. Et ça a été super rapide. C'est dès le premier soir, la totale. Vous voyez ? C'est étonnant, hein ? Et c'est fait très naturellement, hein. Alors après, je sais pas, hein, on se serait rencontrés dans une librairie, dans machin, échanger sur une passion commune, des livres d'Harry Potter, ça aurait peut-être pas été le même topo non plus. Mais le fait que moi je fasse tout ce chemin pour aller la chercher, attendre autant de temps, c'est peut-être ça aussi, pour ça que elle m'a ouvert les portes du paradis tout de suite, quoi. Je sais pas. Bizarre. Enfin, en tout cas, ouais. C'est comme ça. Bon, autrement. C'est tout. Alors, on va arrêter là-dessus, hein, parce que là, je fais des scores de merde, là, depuis tout à l'heure.
Je pense pas que je vais pouvoir faire beaucoup mieux que l'or. Non, je pense pas. On peut faire mieux que l'or. Hein. Bon, bah je vous dis la bise, en tout cas. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la musique n'était pas trop forte et que vous allez vous réécouter ça à tête reposée et réfléchir et méditer. Parce que tout ce que je vous ai dit là. Vous prenez des notes, hein, j'espère. Ouais, il y en a certains... l'impression qu'ils prennent pas trop de notes, quoi. Allez, la bise. À plus.